On dit que les vérités les plus dures sont enveloppées dans les voix que nous aimons le plus. Je n'aurais jamais pensé que ces mots viendraient d'elle. Bonjour, belles âmes. Si vous regardez ceci, vous avez probablement été dans la même situation que moi en ce moment. Assis dans une pièce calme, vous vous demandez comment les gens qui étaient censés vous aimer le plus sont devenus ceux qui vous ont blessé le plus profondément. Ceci est mon histoire. Elle n'est pas jolie. Elle n'est pas bouclée avec un ruban. Mais c'est la mienne, et peut-être que c'est la vôtre aussi. Respirez avec moi. Parce que celle-ci va faire mal avant de guérir. Le son résonne encore dans ma poitrine. Ce bruit sourd et creux lorsque ma valise a heurté les planches de bois du Porsche. 23 ans de maternité, réduite à du tissu polyester et des fermetures éclairs cassées. Tu nous retiens, maman. Maman. Elle m'appelait toujours comme ça, même lorsqu'elle me jetait. Le français roulait sur sa langue comme du miel, mais ces mots avaient un goût de métal dans ma bouche. Je me tenais là, dans mes pantoufles, celles avec des petites marguerites qu'elle m'avait achetées pour la fête des mères l'année dernière, à regarder ma fille se transformer en quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Ses mains tremblaient, mais sa voix était ferme. Répétez. Tu dois déménager. On en a parlé, et c'est ce qui est le mieux pour tout le monde. Nous. Qui étions-nous? Son petit ami qui vivait gratuitement dans la maison pour laquelle j'avais co-signé? Le bébé qui ne parlait même pas encore? Ou était-ce la voix collective de tous ceux qui l'avaient convaincu que j'étais le problème? Je n'ai pas pleuré. Ça surprend les gens quand je le leur dis. Ils s'attendent à des larmes, des cris, peut-être des jurons en français qui volent dans la cuisine. Mais je me suis juste figée. Pas sous le choc. De reconnaissance. J'étais déjà passé par là. Dans le silence entre ce que la famille promet et ce qu'elle tient. La dernière fois que j'avais pleuré de vraies larmes, c'était il y a 3 ans, quand elle m'a appelé de l'hôpital après l'accident. Du sang sur ses mains. De l'alcool dans son haleine. Un petit garçon de 7 ans en soins intensifs parce que ma fille avait bu du vin au déjeuner et pensait pouvoir rentrer à la maison. Mais nous aborderons cette partie de l'histoire plus tard. En ce moment, je suis toujours debout sur ce porche, à la regarder fermer la porte. Pas la claquer. Cela aurait été trop dramatique, trop honnête. Elle l'a refermée avec cette douceur définitive qui vous fait vous demander si vous avez tout imaginé. J'ai pris ma valise. Elle était plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être, mais après tout était plus lourd ce jour-là. Le poids de 23 ans de sacrifice. Le poids des secrets que j'avais portés seul. Le poids de réaliser que l'amour ne suffit pas toujours. Mon téléphone vibrait avant même que j'arrive à ma voiture. Marie, ma sœur, le savait probablement déjà. Les petites communautés françaises de banlieue parlent plus vite qu'un feu de forêt. Sophie, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Une question si simple pour une réponse si compliquée. Elle m'a demandé de partir. Le silence. Le genre de silence qui s'étend au-delà des lignes téléphoniques, des fuseaux horaires et des cœurs brisés. Mais, la maison? L'hypothèque? Ah! Marie a compris ce que ma fille n'avait pas encore tout à fait saisi. Quand on co-signe pour quelqu'un qui ne peut pas se qualifier seul, quand on met son nom en jeu pour ses rêves, on ne disparaît pas comme ça discrètement dans la nuit. Je vais voir mon avocat demain. Sophie, non, Marie. Assez. Assez de protection. Assez de silence. Assez de porter la honte qui n'a jamais été la mienne à porter. J'ai raccroché et je me suis assise dans ma voiture devant la maison que j'avais contribué à acheter, regardant les vitres briller chaudement et jaunes. À l'intérieur, je pouvais voir des ombres bouger. Ma fille, probablement déjà en train d'appeler ses amis pour leur annoncer la bonne nouvelle. Son petit ami, ouvrant une bouteille de vin pour fêter ça. Mon petit-fils, jouant avec ses cubes, trop jeune pour comprendre que grand-mère ne rentrerait pas dîner. La maison avait l'air si paisible de l'extérieur. Comme une carte de Noël. Comme un mensonge. Laisse-moi te parler du silence. Des choses que nous avalons pour garder les familles unies. De la façon dont les secrets reposent dans votre poitrine comme des pierres, devenant plus lourds à chaque année qui passe. Il y a 3 ans, ma fille était une autre personne. Ou peut-être qu'elle a toujours été cette personne, et je n'arrivais pas à la voir à travers le voile de l'amour inconditionnel qui aveugle les mères aux pires pulsions de leurs enfants. Elle avait alors 25 ans, travaillait dans une agence de marketing en ville, vivait dans un minuscule appartement qui sentait la vanille et les rêves inassouvis. Elle avait de grands projets. Toujours de grands projets. Sa propre entreprise, le succès sur les réseaux sociaux, le genre de vie qui paraît parfaite en photo. Mais elle avait aussi de gros problèmes. Boire au déjeuner est devenu boire au petit déjeuner. Les dettes de cartes de crédit s'accumulaient comme des feuilles d'automne belles et colorées jusqu'à ce qu'on réalise qu'elles détruisent lentement ce qu'il y a en dessous. Elle sortait avec un homme qui travaillait dans le bâtiment et jouait de la guitare, et qui trouvait ses rêves mignons mais irréalisables. Je l'observais depuis la banlieue,
lui rendant visite tous les dimanches pour le dîner, lui apportant des provisions et des suggestions douces qu'elle balayait d'un revers de main avec des mains manucurées. « Je vais bien, maman. Je vais bien. » Les derniers mots avant la tempête. 15 juin 2021. Mardi. 15h47. Certaines dates s'inscrivent dans la mémoire comme des cicatrices. On ne choisit pas de s'en souvenir. Elles choisissent de se souvenir de vous. Mon téléphone a sonné pendant que je rempotais des géraniums sur ma terrasse. De la terre sous mes ongles, le soleil sur mes épaules, le genre d'après-midi paisible qui vous fait croire que le monde est fondamentalement bon. Maman? Sa voix était faible. Cassée. Rien à voir avec la femme confiante qui avait posté des citations inspirantes sur Instagram ce matin-là. Il y a eu un accident. Le monde a basculé. Tout ce qui a suivi était un avant et un après. Elle déjeunait avec un client. Juste un verre de vin, jura-t-elle. Peut-être deux. Le déjeuner a duré longtemps, elle était en retard pour une autre réunion, elle pensait pouvoir conduire. Ce n'était pas le cas. Le petit garçon traversait la rue avec sa mère lorsque la voiture de ma fille a grillé le feu rouge. 7 ans. Lucas. En route pour acheter une glace pour son anniversaire le lendemain, il a survécu. De justesse. Elle m'a appelé du commissariat, sa voix résonnant sur les murs de béton et les rêves brisés. Maman, j'ai besoin de toi. 3 mots qui me coûteraient tout. Voici ce qu'on ne vous dit pas sur les moments de crise. Ils ne se déroulent pas comme dans les films, avec une musique dramatique et des choix moraux clairs. Ils se déroulent dans des pièces éclairées au néon, avec du mauvais café, des formulaires à remplir et des avocats qui parlent en probabilité plutôt qu'en promesses. Ma fille risquait d'être accusée d'agression au volant. Une peine de prison potentielle. Son permis de conduire a été suspendu indéfiniment. La famille du petit garçon parlait d'un procès qui la ruinerait à vie. Elle était assise en face de moi dans le bureau de l'avocat, du mascara coulant sur ses joues, paraissant plus jeune qu'elle ne l'était depuis ses 12 ans où elle avait cassé la vitre de notre voisin avec un ballon de foot. « Maman, je ne peux pas aller en prison. Vous ne comprenez pas ce qui arrive aux gens comme moi là-dedans. Les gens comme moi. » Comme si être jolie, française et de la classe moyenne était une sorte de bouclier qu'il avait déjà trahi une fois. L'avocat a exposé nos options. Les négociations de peine et les accords à l'amiable, et le genre de manœuvre juridique qui nécessite de l'argent. Beaucoup d'argent. Si nous parvenons à un accord avec la famille de la victime, a-t-il dit en mélangeant des papiers comme s'il distribuait des cartes, nous pourrions peut-être la garder hors de prison. Mais cela nécessiterait une compensation financière importante. Importante. Un mot si poli pour dire changer de vie. J'avais 60 000 € sur mon compte retraite. De l'argent que j'avais économisé en travaillant 2 fois par jour comme infirmière pendant 20 ans. De l'argent qui était censé m'acheter un petit cottage en Provence quand je serais trop vieille pour m'occuper de la douleur des autres. Combien? Ai-je demandé. Probablement tout. Probablement tout. Tout. Ma fille a tendu la main par-dessus la table et m'a prise. Ses doigts étaient froids et tremblants. Maman, je te rembourserai. Je te le promets. Dès que je serai remise sur pied, dès que l'entreprise décollera, je te rembourserai jusqu'au dernier centime. Les promesses ne sont que des mots en habit du dimanche. Mais c'était ma fille. Mon unique enfant. La petite fille qui se glissait dans mon lit pendant les orages et me murmurait des berceuses en français contre l'épaule. J'ai donc vidé mon compte retraite. J'ai payé la famille de la victime. J'ai engagé le meilleur avocat que l'argent puisse acheter. Je suis allée à l'hôpital tous les jours pendant 2 semaines, assise dans la salle d'attente avec les parents de Lucas, témoignant de leur douleur parce qu'un membre de notre famille devait être là. J'ai gardé ma langue quand le père m'a demandé comment je pouvais élever une fille qui ferait une chose pareille. J'ai tout gardé. Et je n'en ai parlé à personne. Le cas de ma fille a été résolu discrètement. Un accord à l'amiable. Des travaux d'intérêt général. Une thérapie pour l'alcoolisme. Une probation. Pas de peine de prison. Pas de casier judiciaire. Aucune conséquence qui la suivrait dans les entretiens d'embauche, les demandes de logement ou la vie soigneusement organisée qu'elle construisait sur les réseaux sociaux. Elle est retournée vivre avec moi le temps de se remettre sur pied. Juste temporairement, a-t-elle dit. Juste le temps qu'elle puisse à nouveau s'offrir son propre logement. Maman, tu m'as sauvé la vie. Elle a dit avec les larmes aux yeux, recroquevillée sur mon canapé en pyjama, ressemblant à l'enfant que j'avais élevé. Je n'oublierai jamais ça. Je passerai le reste de ma vie à me rattraper. Plus de promesses. Plus de mots en habit du dimanche. Elle est restée 6 mois. Puis 1 an. Puis 2 ans. Son petit ami a emménagé. Ils ont eu un bébé. Soudain, ma petite maison de 2 chambres était pleine de voix, de couches et du genre de chaos qui ressemble à une famille jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Elle a lancé son entreprise de conseil en médias sociaux depuis ma table de cuisine. Elle a publié des photos de son bureau à domicile avec des prises de vue soigneusement inclinées qui cachaient le fait que c'était ma maison, ma cuisine,
ma table. Son audience a grandi. Les clients ont appelé. L'argent a commencé à affluer. Mais les promesses qu'elle avait faites dans le bureau de mon avocat? Elles se sont estompées comme un bronzage d'été. Les choses sont toujours difficiles, maman. Peut-être le mois prochain. Le mois prochain est devenu l'année prochaine. L'année suivante est devenue un échec. Et quelque part entre son succès et mon silence, je suis devenue le fardeau. La mère dépassée qui ne comprenait pas les réseaux sociaux. La femme traditionnelle qui freinait la famille moderne. Le poids autour de leur cou plutôt que les fondations sous leurs pieds. Les humains sont des créatures remarquables. On peut se convaincre de presque tout si l'histoire nous sert suffisamment. Ma fille a commencé à réécrire l'histoire avec la confiance de quelqu'un qui croit en son propre récit. L'accident? Une expérience enrichissante qui l'a rendue plus forte. L'accord? À peine évoqué, et quand il l'a été, il s'est transformé en argent familial qui l'a aidé pendant une période difficile. Mon rôle? Effacé comme des traces de crayon sur du papier. Elle a commencé à donner des interviews à des blogs de petites entreprises sur son parcours de jeune entrepreneur. Comment elle avait bâti son entreprise à partir de rien. Comment elle avait surmonté l'adversité grâce à sa détermination et à son travail acharné. Ma mère est très traditionnelle, disait-elle lorsqu'on l'interrogeait sur le soutien familial. Il est parfois difficile pour les générations plus âgées de comprendre les exigences de la création d'entreprises à l'ère du numérique. Les générations plus âgées. Traditionnelles. Comme si être la femme qui a vidé toutes ses économies pour vous éviter la prison était un défaut de caractère. J'ai vu ses abonnés grandir. Des centaines sont devenus des milliers, puis des dizaines de milliers. Des jeunes femmes ont commenté ses publications sur l'inspiration, l'énergie d'une femme chef et la poursuite de ses rêves. Si seulement elle savait. Mais c'était bien là le but, non? Elle ne le saurait jamais. Parce que j'ai gardé le secret. Parce que j'ai protégé son histoire. Parce que je l'aimais plus que la vérité. Tout a commencé par de petites choses. Des commentaires sur ma cuisine. Des suggestions comme quoi je serais peut-être plus heureuse dans un endroit plus adapté à mon âge. Des allusions comme quoi le bébé avait besoin de plus d'espace, qu'il se sentait à l'étroit. Puis ça a dégénéré. Maman, tu regardes trop la télévision. Ce n'est pas bon pour le bébé de voir autant d'écrans. Maman, tes amis sont trop bruyants quand ils viennent. On essaie de se construire une image professionnelle ici. Maman, tu pourrais peut-être trouver un autre endroit pour faire tes travaux manuels? La salle à manger est vraiment faite pour manger. Ma salle à manger. Dans la maison que j'ai co-signée. Qu'elle n'aurait pas pu obtenir seule. Mais je me suis mordu la langue. J'ai déménagé ma machine à coudre au sous-sol. J'ai baissé le volume de mes programmes. J'ai demandé à Marie de me retrouver dans des cafés au lieu de venir. Je me suis fait plus petit. De plus en plus petit. Jusqu'à être pratiquement invisible. C'était exactement ce qu'il voulait. La conversation finale a eu lieu un jeudi matin. Je préparais le petit déjeuner du pain perdu, comme le faisait ma grand-mère lorsque ma fille est entrée dans la cuisine avec son ordinateur portable et son visage de planificatrice. Maman, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Les 4 mots qui précèdent la fin de tout. Elle avait fait des recherches sur les résidences pour personnes âgées. Les communautés pour adultes actifs. Des lieux proposant des activités et des opportunités sociales pour les personnes dans ma phase de vie. Tu aurais ton propre espace, a-t-elle dit en parcourant des sites web portant des noms comme Golden Years Estate et Sunset Manor. Ta propre cuisine, tes propres amis. Ce serait bien, non? Ce serait bien, non? Être entreposé avec d'autres mères abandonnées. Pour faire de la place à la vie que j'avais rendue possible. J'ai 52 ans, ai-je dit doucement. Je sais, mais tu as travaillé si dur toute ta vie. Tu ne crois pas que tu mérites de te détendre? De ne pas te soucier de prendre soin des autres? Elle était bonne. Je lui accorde ça. Elle a fait de l'exil des vacances. Et si je ne veux pas y aller? Son sourire s'est estompé un instant. Juste le temps que je vois le calcul derrière. Eh bien, maman, c'est vraiment notre maison maintenant. La mienne et celle de Jean. On fonde une famille ici, et on a besoin d'espace pour grandir. Notre maison. Leur maison. Comme si mon nom n'était pas sur l'hypothèque. Comme si mon crédit n'avait pas rendu cela possible. Comme si mon argent ne l'avait pas sauvé des conséquences de ses choix. Ce qui nous ramène au Porsche. À la valise. Au moment où 23 ans de maternité se sont heurtés à la réalité de la gratitude. Je n'ai pas discuté. Je ne lui ai pas rappelé les sacrifices. Je ne lui ai pas agité les papiers de règlement sous le nez comme une preuve de sa dette envers moi. J'ai simplement dit, d'accord. Ok. Parce que parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire est d'arrêter de se battre. Parfois, la réponse la plus dévastatrice est la soumission. Elle avait l'air surprise. Peut-être même déçue. Comme si elle se préparait à une bataille et que j'avais déposé les armes à la place.
Tu comprends? Oui. Je comprends parfaitement. J'ai compris qu'elle planifiait ça depuis des mois. J'ai compris qu'elle avait déjà célébré mon départ dans sa tête. J'ai compris que mon amour était devenu indiscernable de la servitude. J'ai fait mes bagages pendant qu'elle disparaissait à l'étage avec le bébé. Pas d'adieu. Pas de dernier câlin. Aucune reconnaissance pour la femme qui l'avait élevée, soutenue, sauvée. Juste le bruit des roulettes de ma valise sur le parquet. Le bruit de la fin de tout. Lundi matin, 9 heures précises. Le même cabinet d'avocat où j'avais signé mon contrat de retraite 3 ans plus tôt. Un autre avocat cette fois. Plus jeune. Plus affamé. Je veux que mon nom soit retiré du prêt immobilier. Elle leva les yeux de son bloc-notes, les sourcils levés. C'est compliqué. Votre fille devrait refinancer à son nom. A-t-elle le crédit et les revenus nécessaires? Quelle question intéressante. Non. Dans ce cas, retirer votre nom déclencherait probablement une procédure de saisie. Je comprends. Madame Dubois, êtes-vous sûre de vouloir faire cela? Une fois que nous aurons entamé ce processus, ma fille apprendra ce que signifie être autonome. Ce que signifie vivre avec les conséquences. Ce que signifie être adulte. J'ai signé les papiers avec le même stylo que celui utilisé pour co-signer son prêt immobilier. L'ironie ne m'a pas échappé. La boucle est bouclée. On récolte ce que l'on sème. Ce que l'on donne librement peut être repris légalement. Elle a organisé une fête ce week-end-là. Elle a appelé un nouveau départ. Elle l'a posté sur Instagram. Les photos étaient parfaites. Guirlande lumineuse sur la terrasse. Amis riant avec des verres de vin. Le bébé dans une jolie tenue, souriant à l'objectif. Une photo était légendée. Parfois, il faut prendre des décisions difficiles pour protéger l'avenir de sa famille. Reconnaissante pour ce bel espace et les personnes qui comptent vraiment. Les personnes qui comptent vraiment. J'ai fait une capture d'écran de celle-là. Pour mon avocat. Ses amis ont commenté avec des émojis cœur, des émojis feu et des variantes de « Allez, ma fille ». Une femme a écrit « Si fière de ton courage ». La famille peut être toxique même avec de bonnes intentions. Toxique. C'est ce que j'étais devenue. La femme qui l'avait sauvée de prison. Toxique. J'ai fermé Instagram et appelé Marie. Combien de temps pensez-vous que cela prendra? A-t-elle demandé. Pourquoi? Pour qu'elle réalise ce que vous avez fait. Pour qu'elle réalise ce qu'elle a fait. Pour que les conséquences la rattrapent. Pour que la vérité fasse surface. Pas longtemps, ai-je dit. Le marché immobilier n'attend pas les révélations. Il a fallu 6 semaines. 6 semaines pour que la société de crédit immobilier traite ma demande de retrait. 6 semaines pour qu'il l'oblige à refinancer sa maison sous peine de saisie. 6 semaines pour que ma fille découvre que son score de crédit et ses revenus irréguliers n'étaient pas suffisants pour obtenir un prêt pour une maison de 400 000 €. L'appel est arrivé à 23 heures un mardi. Maman? J'ai besoin de te parler. J'ai laissé sonner. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Parce que parfois, on a besoin d'entendre son propre désespoir résonner en nous. Maman, s'il te plaît, décroche. C'est important. J'ai répondu à la 5e sonnerie. Bonjour, Anaïs. Maman, il y a eu une erreur avec le prêt immobilier. Ils disent que je dois refinancer, mais c'est impossible. Tu sais que je ne peux pas me qualifier toute seule. Je sais beaucoup de choses. Je sais que tu as jeté ma valise sur le porche. Je sais que tu m'as traité de toxique sur les réseaux sociaux. Je sais que tu as réécrit l'histoire de notre famille pour te faire passer pour un héros. Que veux-tu que je fasse à ce sujet? Silence. Le genre qui s'étend au-delà des lignes téléphoniques, des relations brisées et de l'espace entre cause et effet. Toi, tu as retiré ton nom de l'hypothèque. Pas une question. Une prise de conscience. Oui. Mais maman, je ne peux pas. Je vais perdre la maison. Notre maison, tu l'appelais. Ta maison. À toi de la perdre. Alors tu vas devoir trouver une solution. Maman, s'il te plaît. J'ai un bébé. J'ai une entreprise. Je ne peux pas tout recommencer maintenant. J'ai recommencé à 52 ans. Après avoir vidé mon compte retraite pour toi. Après t'avoir vu effacer mes sacrifices de ta réussite. Je suis sûre que tu trouveras quelque chose. Tu es très débrouillarde. Tu as dit à tout le monde à quel point tu étais débrouillarde. Comment tu as bâti ton entreprise à partir de rien. Rien n'inclut sûrement de comprendre ça aussi. Maman, je suis désolée. Je sais que les choses se sont compliquées, mais, non. Les choses ne se sont pas compliquées. Les choses sont devenues claires. D'une clarté cristalline. Tu n'as pas le droit d'utiliser les excuses comme une arme maintenant. Tu n'as pas le droit de réécrire cette histoire non plus. J'ai raccroché. Et pour la première fois en 3 ans, j'ai dormi toute la nuit. Le désespoir rend les gens négligents. Ma fille a commencé à publier différemment sur les réseaux sociaux.
Moins de perfection soignée, plus de panique à peine dissimulée. Elle a surmonté des défis inattendus avec grâce et gratitude. Ses abonnés l'ont remarqué. L'engagement a chuté. Le vernis poli a commencé à se fissurer, révélant le chaos sous-jacent. Elle a essayé d'obtenir un prêt auprès de 3 banques différentes. Refusé, refusé, refusé. Elle a contacté son père, mon ex-mari qui avait déménagé à Montréal et fondé une nouvelle famille 15 ans auparavant. Il a dit qu'il avait les mains liées. Nouvelle épouse, nouveaux enfants, nouvelle priorité. C'est drôle comme ça marche. Quand l'argent parle, la famille marche. Elle a supplié des amis de lui prêter. Temporaire, a-t-elle promis. Juste le temps de comprendre. Plus de promesses. Plus de mots en habit du dimanche. Mais la célébrité sur les réseaux sociaux ne se traduit pas par une véritable amitié. Pas quand il s'agit d'argent réel. Pas quand l'image soigneusement élaborée commence à se fissurer et que les gens voient le désordre qui se cache en dessous. L'avis de saisie est arrivé un vendredi. Papier jaune vif, impossible à ignorer. Les voisins pouvaient le voir depuis la rue. Le début de la fin. De la maison. De l'image. Du mensonge qu'elle avait vécu. Je ne voulais pas lui prendre son enfant. Soyons clairs. Je voulais le protéger. Il y a une différence entre vouloir blesser quelqu'un et vouloir l'empêcher de se blesser davantage. Entre vengeance et responsabilité. Quand l'avis d'expulsion a été publié, quand les services publics ont été coupés, quand ma fille s'est remise à boire, oui, encore j'ai demandé la tutelle temporaire d'urgence de mon petit-fils. Pas pour le voler. Pour le sauver. Du chaos que sa mère créait. De l'instabilité que ses choix avaient causé. De grandir en pensant que l'amour signifie tolérer tout ce que les gens vous font en son nom. L'audience a été rapide. Efficace. Douloureuse. Ma fille est arrivée en retard, portant les vêtements de la veille et le désespoir comme un parfum bon marché. Son avocat, un défenseur public qui avait obtenu l'affaire le matin même, a trié des papiers et demandé des prolongations. Mon avocat a présenté des preuves. Des relevés bancaires prouvant son incapacité à conserver son logement. Publications sur les réseaux sociaux révélant son état d'esprit. Des témoins de moralité ont parlé de mes années d'infirmière puéricultrice, de mon logement stable, de mon casier judiciaire vierge. La juge était une femme de mon âge. Elle avait l'air fatiguée. Comme si elle avait vu trop de familles se détruire dans sa salle d'audience. La tutelle temporaire est accordée à la grand-mère maternelle, avec un droit de visite surveillé pour la mère. Nous réexaminerons cet arrangement dans 60 jours. Visite surveillée. Pour son propre enfant. Parce que les choix ont des conséquences. Même quand on est jolie, française et habituée à obtenir ce qu'on veut. Ma fille s'est effondrée sur sa chaise comme une marionnette au fil coupé. Le son qu'elle a émis n'était ni des pleurs, ni des cris. C'était le son de quelqu'un qui comprenait enfin que les actions engendrent des réactions. Que la protection cesse lorsque les protecteurs cessent de protéger. Que certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent pas être reconstruits avec des excuses et des publications Instagram. Internet n'oublie jamais. C'est quelque chose que ma génération a appris trop tard, mais que la génération de ma fille était censée comprendre intuitivement. C'est censé le faire. Une semaine après l'audience pour la garde des enfants, Marie m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. Sophie, il faut que tu vois ça. Elle m'a envoyé un lien vers un article de blog de 2021. Il n'avait pratiquement pas de lecteur à sa première publication. Une grand-mère accablée de chagrin écrivait sur le rétablissement de son petit-fils après son accident. La grand-mère de Lucas. Elle écrivait sur le conducteur ivre qui avait failli tuer son précieux garçon. Elle écrivait sur l'accord conclu discrètement, en privé. Elle écrivait sur la femme qui était restée assise dans les salles d'attente de l'hôpital, veillant avec la famille. La mère du conducteur, avait-elle écrit. Elle venait tous les jours. Elle apportait du café aux infirmières. Elle n'a jamais cherché à excuser ce que sa fille avait fait. Elle a juste témoigné de notre douleur. Je ne connais pas son nom, mais je n'oublierai jamais son visage. Mon visage. Ma veillée. Mon silence, enfin brisé. Quelqu'un avait trouvé le message. Il l'avait partagé. Il l'avait lié à la présence de ma fille sur les réseaux sociaux, à son entreprise, à sa réussite soigneusement élaborée. Internet est très doué pour relier les points. Très mauvais pour pardonner. Viral. C'est comme ça qu'on appelle ça quand l'information se répand comme une traînée de poudre. Comme une infection. Comme la vérité. En 48 heures, les sponsors de ma fille ont commencé à se retirer. Son compte Instagram a chuté de plusieurs milliers. Les médias locaux ont repris l'histoire. Quelqu'un a divulgué des documents judiciaires de l'audience pour la garde. Le château de cartes s'effondrait. Et je n'avais même pas encore soufflé dessus. Elle m'a appelé 17 fois ce jour-là. 17 messages vocaux de plus en plus désespérés, plus colériques, plus brisés. Message vocal numéro 1,
Maman, il faut qu'on parle. Rappelle-moi. Message vocal numéro 5. Maman, s'il te plaît. Les gens disent des choses horribles sur moi en ligne. Tu dois m'aider à arranger ça. Message vocal numéro 10. Comment as-tu pu me faire ça? Après tout ce qu'on a traversé? Message vocal numéro 17. Je suis ta fille. Ta fille. Tu es censé me protéger. Censé le faire. J'étais censé faire beaucoup de choses. J'étais censé garder le silence sur l'accord. J'étais censé accepter l'exil avec grâce. J'étais censé disparaître discrètement pour que tu puisses vivre ta vie organisée. J'étais censé être la fondation sur laquelle tu as construit ton succès, puis tu l'as oublié. J'ai écouté les 17 messages vocaux pendant que mon petit-fils faisait la sieste dans sa nouvelle chambre. La chambre que j'avais peinte en bleu doux avec des nuages blancs au plafond. La chambre où il se sentait en sécurité. Puis je l'ai rappelé. Bonjour, Anaïs. Maman, Dieu merci. Écoute, j'ai besoin que tu publies une déclaration. Dis aux gens que l'article du blog est faux, que tu n'étais impliqué dans aucun accord, que tout cela n'est qu'un malentendu. Dis-le aux gens. Menti pour moi. Encore une fois? Non. Qu'est-ce que tu veux dire par non? Je veux dire non. Je ne mentirai plus pour toi. Maman, ma carrière est détruite. Ma réputation est ruinée. Les gens annulent des contrats, retirent des sponsors. Je vais tout perdre? Tout. Enfin, on part de tout. Tu as déjà tout perdu, dis-je doucement. Tu as tout perdu le jour où tu as jeté ma valise sur le porche. Ce n'est pas. C'était différent. C'était une question d'espace, de limite, de m'effacer de ton histoire pour que tu puisses être le héros. Le silence. Le genre qui vit dans l'espace entre ce que les gens disent et ce qu'ils veulent dire. Maman, j'ai besoin de toi. 3 mots qui m'avaient tout coûté une fois auparavant. 3 mots qui ne marcheraient pas 2 fois. Tu avais besoin de moi quand tu risquais la prison. Tu avais besoin de moi quand tu ne pouvais pas prétendre un prêt immobilier. Tu avais besoin de moi quand tu montais ton entreprise depuis ma table de cuisine. Tu avais besoin de moi quand tu voulais que quelqu'un garde ton fils pour que tu puisses voyager pour le travail. Ma voix était ferme. Calme. La voix de quelqu'un qui avait enfin trouvé sa vérité. Mais tu n'avais pas besoin de moi quand tu réécrivais l'histoire. Tu n'avais pas besoin de moi quand tu disais aux gens que j'étais toxique. Tu n'avais pas besoin de moi quand tu célébrais mon départ. Tu n'avais pas besoin de moi quand tu enseignais à ton fils que grand-mère était trop vieille et traditionnelle pour comprendre la vie moderne. Tu avais besoin que je disparaisse. Mission accomplie. Maman, s'il te plaît. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je suis ta fille. Ça ne veut rien dire? Être ta mère, ça veut dire quelque chose? 23 ans de sacrifice, ça veut dire quelque chose? Vider mon compte retraite pour te garder hors de prison, ça veut dire quelque chose? Garder tes secrets, ça veut dire quelque chose? Protéger ton image, ça veut dire quelque chose? Être ma fille, ça veut dire que tu avais tous les avantages que je pouvais te donner. Ça veut dire que tu étais aimé inconditionnellement. Ça veut dire que tu étais protégé des conséquences jusqu'à ce que la protection devienne un pouvoir. Ça veut dire que tu avais le choix. Et tu as choisi. Que veux-tu de moi? Murmura-t-elle. Quelle question intéressante. Qu'est-ce que je veux de la fille qui m'a abandonnée? Qu'est-ce que je veux de la femme qui a bâti sa réussite sur mon sacrifice et qui m'a ensuite traité de fardeau? Qu'est-ce que je veux de la personne qui a utilisé la maternité comme une arme contre moi? Rien, dis-je. Et je le pensais. Rien? Je ne veux pas de tes excuses. Je ne veux pas de tes promesses. Je ne veux pas de tes explications, ni de tes justifications, ni de tes tentatives de réécrire cette histoire. Je ne veux rien de toi. Parce que vouloir exige de l'espoir. Et l'espoir exige de la confiance. Et la confiance exige du respect. Et le respect a été la première victime de ton succès. Alors, que se passe-t-il maintenant? Maintenant. Un mot si simple pour une réalité si complexe. Maintenant, tu découvres comment être la personne que tu as dit à tout le monde que tu étais. La femme qui s'est faite toute seule. L'entrepreneuse forte. La mère indépendante qui n'a besoin de l'aide de personne. Maintenant, tu peux vivre l'histoire que tu as racontée. Sans les fondations que tu prétendais ne pas exister. Sans le filet de sécurité que tu tenais pour acquis. Et toi? Et moi? La femme qui a passé 3 ans invisible dans sa propre vie. La mère qui a protégé les rêves de sa fille au détriment des siens. La grand-mère qui a préféré la sécurité d'un enfant au sentiment d'une fille. Je vais vivre tranquillement. Honnêtement. Sans porter les secrets ni la honte de qui que ce soit. Je vais arrêter de te protéger de la réalité. Je vais laisser les conséquences être les conséquences. Je vais laisser tomber la pluie. L'histoire a continué à se répandre. Non pas parce que je l'ai poussée, mais parce que la vérité a son propre élan une fois qu'elle commence à bouger. Les nouvelles locales sont devenues nationales.
Les blogs parentaux l'ont reprise. Les sites de conseils financiers l'ont utilisée comme un récit édifiant sur les prêts cosignataires. Ma fille a perdu ses derniers clients. Ses comptes sur les réseaux sociaux sont devenus silencieux. La maison a été vendue aux enchères. Elle a emménagé temporairement chez une amie, puis une autre, puis la sœur de son père qui habitait à 2 heures de là. Les visites avec mon petit-fils ont été guindées au début. Supervisées par une assistante sociale désignée par le tribunal qui prenait des notes sur leurs interactions. Il ne comprenait pas pourquoi maman ne pouvait pas le ramener à la maison. Pourquoi il vivait maintenant avec grand-mère. Pourquoi tout avait changé. Mais les enfants sont résilients. Plus résilients que les adultes qui les trahissent. Il s'est adapté. Il s'est même épanoui. Des heures de coucher régulières. Des repas sains. Une grand-mère présente au lieu d'être distraite, disponible au lieu d'être amère. Nous avons lu des livres ensemble. Des histoires françaises que ma mère m'avait lues, que j'avais lues à sa mère, qui étaient maintenant aussi son héritage. Le cercle ininterrompu. L'amour qui transcende les erreurs. La famille qui survit même à la trahison. 6 mois plus tard, nous sommes passés devant la maison. Mon petit-fils voulait voir son ancienne chambre, a-t-il dit. Il voulait s'assurer que ses jouets allaient bien. La maison était vide. Les fenêtres étaient sombres. Un panneau rouge vif, vendu aux enchères, dans la cour avant. De nouveaux propriétaires allaient bientôt emménager. Un jeune couple, probablement. Plein de rêves et de projets et du genre d'optimisme qui vient avant que la vie ne vous apprenne ce qu'elle coûte. Chaque fin est le début de quelqu'un d'autre. Chaque porte fermée s'ouvre ailleurs. On est resté assis dans la voiture quelques minutes, à regarder les vitres où brillait une lumière chaude. Grand-mère, pourquoi la maison de maman a-t-elle disparu? Une question si innocente. Une réponse si compliquée. Parfois, mon petit, quand on fait des choix, ces choix en font d'autres pour nous. Il hocha la tête solennellement, comme le font les enfants qui essaient de comprendre la logique des adultes. Comme quand j'ai choisi de manger des biscuits avant le dîner et que j'ai ensuite choisi d'avoir mal au ventre? Exactement comme ça. Mais avec des maisons, des cœurs et des familles. Exactement comme ça. Il resta silencieux un instant, réfléchissant. Grand-mère, est-ce que vivre ici te manque? Est-ce que ça me manque d'être invisible dans ma propre vie? Est-ce que ça me manque de porter des secrets qui n'étaient pas les miens? Est-ce que ça me manque d'être le pilier sur lequel tout le monde se tenait et que personne ne voyait? Non, mon petit. Ça ne me manque pas du tout. La fille que je croyais avoir me manque. La famille que nous pensions être me manque. L'amour qui était censé être inconditionnel mais qui s'est avéré avoir des conditions très précises me manque. Mais la maison ne me manque pas. Les maisons ne sont que des murs et des fenêtres. Les maisons sont les endroits où les gens choisissent de vous aimer. Elle a appelé pour son anniversaire. Le 4e anniversaire de mon petit-fils. Nous étions au parc, à fêter ça avec un gâteau et des bulles et le genre de joie simple qui ne nécessite pas de documentation sur les réseaux sociaux. Mon téléphone a vibré. Son nom sur l'écran. J'ai failli ne pas répondre. Presque. Bonjour, Anaïs. Maman, c'est l'anniversaire de Petit Louis. Petit Louis. Elle s'est souvenue. Malgré tout, elle s'est souvenue. Oui. Nous sommes au parc. Pourrais-je lui parler? Juste une minute? Le son d'une mère qui s'ennuie de son enfant. Le son des conséquences qui résonnent. Le son de quelqu'un qui comprend enfin ce qu'il a perdu. J'ai regardé mon petit-fils, le glaçage sur le nez, chassant les bulles dans la lumière du soleil de l'après-midi. Il méritait d'entendre la voix de sa mère pour son anniversaire. Il méritait un amour qui ne soit pas conditionné par des erreurs d'adultes. Il méritait mieux que les dommages collatéraux des guerres d'adultes. Petit Louis, maman veut te souhaiter un joyeux anniversaire. Son visage s'est illuminé. 4 ans, et il croyait encore au retour possible de l'amour. L'innocence qu'on passe sa vie à essayer de retrouver. Ou de protéger. Il prit le téléphone avec des doigts collants. Maman. Grand-mère m'a fait un gâteau château avec de vrais drapeaux. Sa voix dans le haut-parleur était douce, prudente. Joyeux anniversaire, mon petit prince. Je t'aime tant. Quand viens-tu voir mon gâteau château? La question qui m'a brisé le cœur. La question qui a brisé le sien aussi. Le silence à l'autre bout du fil. Le genre qui s'étend au-delà des accords de garde et des visites surveillées, et de l'espace entre les besoins des enfants et ce que les adultes peuvent leur apporter. Bientôt, mon petit. Maman a des choses à régler d'abord. Plus de promesses. Mais différentes cette fois. Plus calmes. Plus tristes. Peut-être même vraies. Il a encore bavardé quelques minutes de sa fête, de ses cadeaux, de la façon dont grand-mère l'a laissé souffler ses bougies 2 fois parce que la première fois n'était pas assez grande. Quand il m'a rendu le téléphone, elle pleurait. Maman? Oui. Merci. D'avoir pris soin de lui. De t'être assuré qu'il allait bien. La première fois qu'elle a reconnu ce que je faisais.
La première fois qu'elle m'a remercié sans rien demander en retour. La première fois qu'elle ressemblait à la fille que j'avais élevée plutôt qu'à l'inconnu qui avait jeté ma valise sur le porche. C'est mon petit-fils. Je l'aime. La vérité toute simple. L'amour sans complication. Le genre d'amour qui ne demande ni paiement, ni promesse, ni comportement parfait. Maman, je sais que tu ne veux probablement pas entendre ça, mais je reçois de l'aide. De la vraie aide. Une thérapie, des réunions des alcooliques anonymes, des cours pour parents. Le tribunal les a ordonnés, mais je veux vraiment les suivre. Une guérison ordonnée par le tribunal. Parfois, la pression extérieure crée un changement intérieur. Parfois, le fond est le fondement sur lequel on construit. C'est bien, Anaïs. Je sais que j'ai beaucoup à rattraper. Je sais que dire pardon ne suffit pas. Je sais que je t'ai blessé d'une manière qui ne peut peut-être pas être réparée. Peut-être. Une parole si honnête. Peut-être qu'on ne peut pas revenir en arrière. Peut-être que pardonner ne signifie pas oublier. Peut-être que l'amour survit même quand la confiance disparaît. Concentre-toi sur ton rétablissement, ai-je dit. Concentre-toi sur le fait de devenir la mère qu'il mérite. Pas la fille que je méritais. Pas la femme qui pourrait réparer les dégâts. Juste la mère dont un petit garçon a besoin. Veux-tu le protéger pendant que je découvre la vérité? Le protéger. De quoi? De qui? De la mère qu'il aime mais qui ne peut le protéger de ses propres choix? Du chaos qui suit les gens qui n'ont pas appris à vivre avec les conséquences? De l'instabilité qui accompagne les parents qui apprennent encore à être adultes? Toujours. Un mot. Une promesse que je pourrais tenir. Une vérité qui ne changerait pas, quoi qu'il arrive. Le docteur Martinez avait un regard bienveillant et une voix douce qui vous donne envie de dire la vérité même quand ça fait mal. Parlez-moi du pardon, a-t-elle dit lors de notre 3e séance. Pardon. Un mot tellement chargé. Un concept tellement compliqué. Les gens pensent que le pardon concerne l'autre, dis-je. L'absoudre, faire comme si la blessure n'était pas arrivée. Mais peut-être que le pardon vous concerne. Choisir de ne plus porter leur poison. Déposer le poids de leur choix. Refuser de laisser leurs erreurs définir votre avenir. S'aimer suffisamment pour ne plus revivre leur trahison. As-tu pardonné à ta fille? L'ai-je fait? Ou ai-je simplement arrêté de me battre? Y a-t-il une différence? J'ai arrêté de vouloir qu'elle soit différente, dis-je finalement. J'ai arrêté d'attendre qu'elle devienne la personne dont j'avais besoin. Arrêté d'espérer qu'elle reconnaisse les sacrifices. Arrêté d'attendre qu'elle comprenne le prix de l'amour. Arrêté de croire que si je l'aimais suffisamment, elle m'aimerait en retour de la même manière. Cela ressemble à de l'acceptation. C'est peut-être ça le pardon. Accepter que les gens vous montrent qui ils sont, et les croire. Elle m'a montré qu'elle pouvait sacrifier 23 ans de dévouement pour un nouveau départ. Elle m'a montré qu'elle pouvait réécrire l'histoire pour se sentir à l'aise. Elle m'a montré que mon amour était devenu invisible à ses yeux. Je la crois. Et ton petit-fils? Mon petit-fils. La victime innocente des guerres des adultes. Celui qui mérite d'être protégé des erreurs de tous, y compris les miennes. Il mérite une mère présente. En bonne santé. Qui puisse l'aimer sans condition. Il mérite mieux que ce que nous lui avons tous donné jusqu'à présent. Il mérite la stabilité. Il mérite la vérité. Il mérite des adultes qui privilégient son bien-être à leur propre confort. Même si cela signifie lâcher prise, même si cela signifie lâcher prise. Même si la guérison signifie une séparation temporaire. Même si l'amour signifie faire des choix difficiles. Surtout si cela signifie lâcher prise. Je n'avais pas prévu de l'écrire. C'est juste arrivé un soir pendant que mon petit-fils dormait et que la maison était silencieuse et que je pensais à toutes les choses que je n'avais jamais dites. Chère Anaïs, je n'écris pas ceci parce que j'attends que tu le lises, mais parce que j'ai besoin de le dire. Pour moi. Pour la femme que j'étais avant de devenir invisible dans ton histoire. Je veux que tu saches que je ne regrette pas de t'avoir sauvé. Ni l'argent, ni les avocats, ni les nuits blanches dans les salles d'attente des hôpitaux. Je ne regrette rien de tout cela, car c'est ce que font les mères. Nous protégeons nos enfants des conséquences jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour les gérer. Ce que je regrette, c'est de ne pas t'avoir appris que la force vient de l'acceptation des conséquences et non de leur évitement. Je regrette de t'avoir si bien protégé que tu n'aies jamais appris à te protéger toi-même. Je regrette d'avoir gardé tes secrets jusqu'à ce que tu les oublies. Je regrette d'être resté silencieux quand tu as réécrit notre histoire. Je regrette d'avoir accepté l'invisibilité alors que j'aurais dû exiger d'être vu. Je regrette de t'avoir laissé traiter mon amour comme un fardeau alors qu'il était le fondement de tout ce que tu as construit. Mais surtout, je regrette qu'il ait fallu te perdre pour me retrouver. Je ne suis plus en colère. La colère demande de l'énergie que je ne veux pas gaspiller sur le passé. Je n'attends pas d'excuses, de reconnaissance ou de gratitude qui pourraient ne jamais venir.
Je suis juste, libre. Libéré du besoin d'être nécessaire. Libéré de la peur de te décevoir. Libéré du poids de tes choix. Ton fils est en sécurité. Il est aimé. Il apprend que la famille signifie être présente, pas seulement frimer. Il apprend qu'aimer est un verbe, pas seulement un sentiment. Il apprend qu'on peut faire confiance aux adultes pour tenir leurs promesses. J'espère que tu apprends aussi. J'espère que tu découvres qui tu es quand tu ne te produis pas devant un public. J'espère que tu découvres de quoi tu es capable quand tu n'as personne pour te rattraper en cas de chute. J'espère que tu deviens la mère qu'il mérite et la femme que tu étais censée être avant que la peur, l'orgueil et le besoin d'être parfaite ne s'en mêlent. Ce n'est pas un adieu. C'est juste, lâcher prise. Laisser tomber la fille que je pensais avoir pour pouvoir aimer la fille que tu es vraiment. Laisser tomber la famille que je pensais que nous formions pour pouvoir construire la famille que nous pouvons vraiment être. Laisser tomber le passé pour que l'avenir ait de la place pour grandir. Prends soin de toi, mon petit cœur. Pas pour moi, pas pour lui, mais pour toi. Parce que tu mérites d'être aimé par quelqu'un qui connaît toutes tes histoires et qui te choisit quand même. Commence par toi-même. Avec amour, maman PS, il y a une boîte avec tes affaires d'enfance dans mon placard. Des photos, des bulletins scolaires, le lapin en peluche sans lequel tu ne pouvais pas dormir. Quand tu seras prête, vraiment prête, pas prête à faire semblant, il t'attend ici. Tout comme moi. J'ai plié la lettre et je l'ai mise dans une enveloppe. J'ai écrit son nom sur le devant avec mon écriture cursive soignée. Puis je l'ai mise dans le tiroir de mon bureau. Pas pour l'envoyer. Juste pour avoir écrit. Juste pour avoir dit les mots à voix haute, même si ce n'était qu'à moi-même. Juste pour l'avoir suffisamment aimée pour la laisser partir. 1 an plus tard, pour l'anniversaire de la valise sur le porche, j'ai emmené mon petit-fils acheter des craies. Des couleurs vives. Le genre qui donne au trottoir des allures de rivière arc-en-ciel. Nous sommes allés à la vieille maison, celle qui avait été vendue aux enchères, celle avec de nouveaux propriétaires qui avaient peint les volets en jaune et planté des rosiers dans le jardin. De nouveaux commencements fleurissaient là où d'anciennes fins avaient pris racine. Le cercle de la vie continuait avec ou sans notre permission. Nous nous sommes tenus sur le trottoir où ma fille dessinait des cases de Marelle quand elle était petite. Où elle avait écrit Anaïs plus maman égale pour toujours à la craie rose quand elle avait 7 ans. Pour toujours. Un si grand mot pour de si petites mains. Une promesse si fragile. Mon petit-fils s'est agenouillé sur le béton et a commencé à dessiner. Des bonhommes allumettes se tenant la main. Une maison avec de la fumée s'échappant de la cheminée. Un soleil avec un visage élaboré et des rayons atteignant les bords du trottoir. Que dessines-tu, mon petit? Notre famille, a-t-il dit sans lever les yeux. Toi et moi et maman et papa Jean et l'ami de maman Sarah qui fait de bons biscuits. Sa version de la famille. Élargie et inclusive et libérée des ressentiments des adultes. La façon dont les enfants voient l'amour, non pas comme une ressource limitée mais comme une possibilité infinie. J'ai pris un morceau de craie bleue et j'ai dessiné à côté de son chef-d'œuvre. Un parapluie. Des lignes simples. Un manche courbé. Une protection contre les tempêtes. Il l'a regardé, la tête penchée. Pourquoi un parapluie, grand-mère? Pourquoi un parapluie? Parce qu'autrefois, j'en ai tenu un au-dessus de tous ceux que j'aimais. Parce que je pensais que se protéger signifiait empêcher toute pluie. Parce que j'oubliais que parfois les gens ont besoin de se mouiller pour apprendre à danser sous les tempêtes. Parce que parfois nous devons apprendre la différence entre abriter les gens et les étouffer. Entre aimer et permettre. Entre aider et blesser. Entre protection et prison. Il a hoché la tête solennellement, comme le font les enfants lorsqu'ils perçoivent la sagesse des adultes même s'ils ne la comprennent pas pleinement. Puis il a pris une craie jaune et a dessiné le soleil perçant les nuages au-dessus de mon parapluie. L'espoir. La résilience. La possibilité que le temps change. La promesse que les tempêtes ne durent pas éternellement. Nous avons dessiné jusqu'à ce que le soleil se couche et que nos genoux soient tachés de couleurs et que le trottoir ressemble à une illustration de livre pour enfants. La famille. Pas celle que j'avais prévue. Pas celle pour laquelle je m'étais sacrifié. Pas celle qui m'avait brisé le cœur. Mais celle qui était réelle. Celle qui a choisi l'amour plutôt que la performance. Celle qui existait dans le présent plutôt que dans le passé. Alors que nous rassemblions nos craies, une voiture s'est garée dans l'allée. Les nouveaux propriétaires, de retour du travail. La femme a souri et a fait un signe de la main. Magnifique œuvre d'art. A-t-elle crié. Merci, j'ai rappelé. Merci. De ne pas t'être soucié que nous empruntions ton trottoir. De nous avoir permis de dire au revoir à ce qui était. De faire de la place pour ce qui est. Mon petit-fils a fait un signe de la main enthousiaste, fier de son portrait de famille arc-en-ciel. Fier de ce que nous avions créé ensemble. Fier de l'amour qui ne nécessitait ni explication ni excuse. Fier de la famille qui était juste. Nous sommes retournés à notre voiture,
Main dans la main. Grand-mère, notre dessin restera-t-il là pour toujours? Pour toujours. Voilà encore ce mot. Encore trop grand pour les petites mains. Encore trop fragile pour les grandes promesses. Non, mon petit. La pluie finira par tout emporter. C'est triste? Vraiment? Ou est-ce naturel? La façon dont tout s'efface pour laisser place à de nouvelles choses? La façon dont les fins créent de l'espace pour les commencements? La façon dont le lâcher-prise permet d'avancer? Peut-être. Mais on peut toujours dessiner de nouvelles images. De nouvelles histoires. De nouvelles familles. De nouvelles définitions de l'éternité. Demain? Demain. Un mot si plein d'espoir. Un mot si possible. Un mot si apaisant. Oui, mon petit. Demain. Et après-demain. Et après-demain. Tant qu'il y aura des trottoirs, de la craie et des petites mains qui voudront attirer l'amour dans le monde. C'est arrivé un mardi matin alors que je tressais les cheveux de mon petit-fils pour l'école. 18 mois après le dessin du parapluie. 18 mois après avoir choisi l'espoir plutôt que l'amertume. Maman? Sa voix était différente. Plus claire. La voix de quelqu'un qui avait traversé le feu et qui en était ressorti avec moins d'illusions mais plus de vérité. Bonjour, Anaïs. Maman, je voulais t'appeler parce que j'ai fini le programme. Tout. AA, thérapie, cours de parentalité, gestion de la colère. Tout ce que le tribunal exigeait et plus encore. Terminé. Quel mot intéressant. Comme si la guérison avait une cérémonie de remise des diplômes. Comme si la croissance avait une ligne d'arrivée. Comme si devenir qui on est censé être était une destination plutôt qu'un voyage. C'est une bonne nouvelle. L'assistante sociale pense, elle pense que je pourrais être prête pour des visites sans surveillance. Peut-être éventuellement des visites de nuit. Peut-être. Ce mot encore. L'espace entre l'espoir et la réalité. Le pont entre le passé et le futur. Qu'en penses-tu? Pas ce que je pense. Pas ce que je veux. Comment se sent-elle? Parce que les sentiments sont le fondement des choix. Et les choix sont le fondement du changement. Silence. Le genre qui tient le coup. Effrayée, dit-elle finalement. Terrifiée, en fait. Et si je faisais encore une erreur? Et si je n'étais pas assez forte? Et si? La question qui paralyse ou motive. La peur qui nous arrête ou nous apprend. Le doute qui nous détruit ou nous affine. Anaïs. Oui, tu vas faire une erreur. C'est ce que font les parents. On fait des erreurs, on les répare, on fait des erreurs différentes, on les répare aussi. Le but n'est pas la perfection. C'est la présence. La présence. Être là. Être là quand les choses sont difficiles plutôt que seulement quand elles sont faciles. Aimer quelqu'un suffisamment pour rester même quand il est difficile de rester. Je ne sais pas comment être présente sans être parfaite. Le cœur du problème. La peur sous-jacente à la peur. La croyance que l'amour doit se mériter par une performance sans faille. On apprend en pratiquant. En se montrant imparfaitement et en restant quand même. Comme j'aurais dû le faire. Comme j'apprends à le faire. Comme nous devons tous apprendre à le faire si nous voulons que l'amour soit réel plutôt que joué. Maman? Oui, je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. Je sais que dire pardon ne répare pas la douleur. Je sais que tu m'as protégée alors que je ne le méritais pas et que je l'ai jetée alors que j'aurais dû la chérir. La vérité. Enfin. Reconnaissance sans excuse. Responsabilité sans manipulation. Je sais, j'ai dit. Je sais que tu sais. Je sais que tu comprends maintenant ce que tu ne pouvais pas comprendre à l'époque. Je sais que tu as appris ce que l'amour coûte en le perdant. Je n'attends pas de pardon. Je ne m'attends pas à revenir à ce qu'avant. Je veux juste être la mère qu'il mérite. Même si je ne peux pas être la fille que tu méritais. Même si. La phrase qui offre une possibilité. Les mots qui ouvrent la voie à de nouveaux départs. L'admission que certaines choses ne peuvent pas être réparées, seulement acceptées. Anaïs. Oui, tu es toujours ma fille. Blessée, brisée, imparfaite, en apprentissage, mais toujours ma fille. Toujours. Malgré tout. À travers tout. Parce que l'amour ne se résume pas à mériter. Il s'agit de choisir. Et je te choisis. Différemment qu'avant. Plus prudemment qu'avant. Avec des limites, des conditions et de l'autoprotection. Mais je te choisis quand même. En pleurs. Au deux bouts du fil. Le genre de larmes qui efface les faux-semblants et ne laisse que la vérité. Puis-je le voir ce week-end? Au parc, avec toi là-bas? Supervisé. Prudemment. Un pas à la fois. La confiance se reconstruit. Lentement. Prudemment. Avec des preuves plutôt que des promesses. Il aimerait ça. Il aimerait ça. Il demande tes nouvelles. Il fait des dessins de toi. Il t'aime comme les enfants aiment, inconditionnellement et sans réserve. Il m'apprend à faire ça à nouveau,
Comment aimer sans compter? Comment pardonner sans oublier? Comment espérer sans rien attendre? Maman? Oui? Merci. Pour tout. Pour m'avoir sauvé quand j'étais jeune et stupide. Pour avoir protégé petit Louis quand je ne pouvais pas. Pour m'avoir laissé partir quand j'avais besoin de tomber. Pour être restée ma mère même quand j'avais oublié comment être ta fille. Merci. Les mots que j'avais attendus 3 ans. La reconnaissance que j'avais cessé d'attendre. La gratitude qui guérit les blessures, construit des ponts et laisse place à de nouvelles histoires. De rien, mon petit cœur. De rien. De rien. Pour tout cela, le sacrifice, le silence, le lâcher-prise. L'amour qui a survécu même à la trahison. La maternité qui transcende la performance. La famille qui n'existe pas dans la perfection mais dans la présence. Samedi matin. Les feuilles d'automne crient sous les petits pieds. Mon petit-fils dans sa veste bleue préférée, me tenant la main et bondissant d'excitation. Maman vient voir mes mouvements de football. Maman arrive. Pas la femme qui a jeté ma valise sur le porche. Pas la fille qui m'a traité de toxique sur les réseaux sociaux. Pas l'inconnu qui a effacé mes sacrifices de sa réussite. Juste, maman. La femme imparfaite qui apprend à être présente. La toxicomane en convalescence qui apprend à être responsable. La fille qui apprend à être responsable. Elle était déjà là quand nous sommes arrivés. Assise sur un banc, les mains jointes sur ses genoux, elle regardait les autres enfants jouer. Nerveuse. Incertaine. Pleine d'espoir. Elle avait l'air différente. Plus mince, peut-être. Ou peut-être juste, plus claire. Comme quelqu'un qui avait arrêté de performer et commencé à être. Authentique. Enfin. Mon petit-fils s'est détaché de ma main et a couru vers elle. Maman. Maman. Regarde-moi taper dans le ballon très loin. Elle s'est levée, les bras ouverts, et l'a pris dans ses bras pendant plus longtemps que nécessaire. Tenir bon. Ne pas prendre pour acquis. Ne pas supposer qu'elle aurait une autre chance. Bonjour, mon petit prince. Tu m'as tellement manqué. Tu m'as manqué. Je n'ai pas manqué l'idée de toi. Je n'ai pas manqué les occasions de prendre des photos. Juste, tu m'as manqué. Ils ont joué pendant 1 heure. Foot, balançoire, les barres de singe où il avait besoin d'aide et elle devait apprendre à en donner. Apprendre. Tous les deux. Comment être ensemble sans attente. Comment aimer sans condition. Comment être présent sans être parfait. J'ai regardé depuis le banc, lisant un livre mais sans vraiment lire. Les regardant naviguer dans cette nouvelle relation fondée sur la vérité plutôt que sur la performance. Ce n'était plus pareil. Ce ne serait plus jamais pareil. Mais peut-être que ça pourrait être mieux. Plus honnête. Plus vrai. Plus durable. Quand le temps des visites fut terminé, mon petit-fils serra sa mère dans ses bras pour lui dire au revoir. Viendras-tu la semaine prochaine aussi? Si grand-mère dit que c'est d'accord. Si grand-mère dit que c'est d'accord. Reconnaissance de mon rôle. Respect de mes limites. Reconnaissance de mon autorité. La fille qui prenait les décisions concernant ma vie demande maintenant la permission pour les décisions concernant la sienne. Oui, ai-je dit. La semaine prochaine aussi. La semaine prochaine. Et la semaine d'après. Tant que se montrer reste plus important que se montrer. Tant que son bien-être passe avant son réconfort. Tant que l'amour reste un verbe au lieu d'être juste un sentiment. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux mais le sourire aux lèvres. Merci, maman. De m'avoir donné une autre chance. Une autre chance. Pas la même chance. Pas la même relation. Pas la même confiance. Mais une autre chance. D'être présente. D'être honnête. D'être la mère que son fils mérite et la fille que j'ai élevée. 2 ans plus tard, nous sommes repassés devant la vieille maison. Mon petit-fils, maintenant âgé de 6 ans, était assis à l'arrière, en train de dessiner dans un cahier de coloriage. Les volets jaunes avaient été repeints en vert. Les roses avaient poussé et formé un véritable jardin. Des jouets d'enfants étaient éparpillés dans le jardin. La vie continuait. L'amour grandissait. Des familles se construisaient là où la nôtre s'était brisée. Grand-mère, te manque-t-elle parfois? Est-ce que ça me manque? La maison où je suis devenue invisible? Les pièces où mes sacrifices ont été oubliés? L'espace où l'amour est devenu conditionnel? Non, mon petit. Ça ne me manque pas. La fille que je croyais avoir me manque. La famille que je croyais que nous formions me manque. L'innocence de croire que l'amour suffisait me manque. Mais la maison ne me manque pas. Parce qu'un chez-soi, ce n'est pas des murs et des fenêtres. Un chez-soi, c'est là où les gens choisissent de vous voir. Un chez-soi, c'est là où votre amour est chéri au lieu d'être tenu pour acquis. Un chez-soi, c'est là où l'on peut être imparfait et pourtant être chéri. Où est la maison maintenant? Où est la maison? Dans l'appartement que nous partageons, avec sa petite cuisine et ses grandes fenêtres?
Dans les visites surveillées au parc où sa mère apprend à être présente? Dans les séances de thérapie où nous apprenons tous à être honnêtes? Dans les moments où l'amour est un choix plutôt qu'une obligation? La maison est là où nous choisissons de nous aimer sincèrement. Sincèrement. Sans performance. Sans condition. Sans compter les points. Juste, sincèrement. Il hocha la tête et retourna à son cahier de coloriage. Une maison avec une famille à l'intérieur. Des bonhommes allumettes se tenant la main. Le soleil brillait. Un arc-en-ciel dans le ciel. L'amour au crayon de couleur. En partant, j'ai aperçu le trottoir où nous avions dessiné nos dessins à la craie 2 ans plus tôt. Propre maintenant. Lavé par la pluie et le temps. Prêt pour de nouvelles histoires. Prêt pour de nouvelles familles. Prêt pour de nouvelles définitions de l'éternité. Tout comme nous. Le 3e anniversaire de la valise sur le porche, j'ai sorti la lettre du tiroir de mon bureau. Celle que j'avais écrite mais jamais envoyée. Les mots que j'avais eu besoin de dire mais que je n'étais pas prêt à partager. La vérité dont je l'avais protégée. Je l'ai relue. Toujours vraie. Toujours nécessaire. Toujours mienne. Mais maintenant peut-être qu'elle était prête à l'entendre. Maintenant peut-être qu'elle était assez forte pour le recevoir. Maintenant peut-être qu'elle pouvait supporter le poids de mon honnêteté sans se briser. Maintenant peut-être qu'elle pouvait m'aimer suffisamment pour écouter qui je suis réellement au lieu de qui elle avait besoin que je sois. Je l'ai mis dans une nouvelle enveloppe. J'ai écrit son adresse actuelle avec mon écriture cursive soignée. L'appartement où elle vit seule. L'espace où elle apprend à être elle-même sans public. La maison où elle découvre qui elle est quand elle ne se produit pas. J'ai ajouté un post-scriptum, PS, je suis prêt à parler quand tu le seras. Pas du passé, nous en avons assez parlé. Du futur. De qui nous voulons être l'un pour l'autre à l'avenir. De comment nous aimer sincèrement. Sincèrement. Ce mot encore. Le fondement de tout ce qui est réel. L'exigence pour que tout dure. La clé de toute guérison. Je l'ai posté un mardi matin après avoir déposé mon petit-fils à l'école. Dans le monde. Entre ses mains. Dans l'espace entre nous qui attend la vérité. Elle a appelé ce soir-là. J'ai reçu ta lettre. Et je veux parler. Vraiment parler. Pas pour réparer quoi que ce soit ou revenir à quoi que ce soit. Juste, parler. Honnêtement. Honnêtement. Enfin. La parole qui nous sauvera ou nous libérera. L'honnêteté qui nous guérira ou nous aidera à lâcher prise. La vérité qui nous reconstruira ou nous libérera. D'accord. 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 À la vérité. À l'honnêteté. À tout ce qui vient après. À la possibilité d'un amour qui survit même à la trahison. À la chance que la famille puisse être reconstruite sur une base d'authenticité plutôt que d'obligation. À l'espoir que le pardon et la responsabilité puissent coexister. À l'avenir qui attend que nous le choisissions. Nous nous sommes rencontrés dans un café à mi-chemin entre son appartement et le mien. Un terrain neutre. Un espace sûr. Assez public pour que nous restions honnêtes, assez calme pour être vrai. Elle avait à nouveau l'air différente. Pas la version polissée des réseaux sociaux. Pas la femme désespérée de l'audience de garde. Juste, elle-même. Qui que ce soit qui devenait. Authentique. Incertain. Plein d'espoir. Effrayé. Humain. Je ne sais pas par où commencer, dit-elle. Quelle honnêteté. Quelle vulnérabilité. Quel changement par rapport à la femme qui avait toutes les réponses. Commence par la vérité. Où que cela mène. Quoi que cela puisse paraître. Quel que soit le prix à payer. Elle prit une inspiration. Profondément. Stabilisante. La vérité, c'est que j'étais en colère contre toi pendant des années avant de jeter ta valise sur le porche. En colère. Enfin. Le vrai sentiment sous la performance. En colère contre moi pourquoi? Pour être tout ce que je n'étais pas. Patiente quand j'étais impulsive. Altruiste quand j'étais égoïste. Stable quand j'étais chaotique. Tout ce que je n'étais pas. La mère dont elle avait besoin. La femme qu'elle ne pouvait pas être. Le standard qu'elle sentait ne jamais pouvoir atteindre. J'étais en colère contre toi de m'avoir fait me sentir petite et inadéquate juste en étant toi-même. Juste en étant toi-même. Pas en la critiquant. Pas en exigeant la perfection. Juste en existant comme quelqu'un qui faisait des choix différents. Quelqu'un qui portait une responsabilité qu'elle ne pouvait pas porter. Quelqu'un qui aimait sans conditions sans lesquelles elle ne pouvait pas aimer. Alors tu m'as fait petit. Invisible. Toxique. Encombrant. Le problème à résoudre. Oui. Et je me suis dit que c'était pour de bonnes raisons. L'espace, l'indépendance, un nouveau départ. Mais vraiment, vraiment, je voulais juste arrêter de me sentir mal quand je te regardais. Arrêter de me sentir mal. En me faisant disparaître. En effaçant les preuves de ce à quoi ressemble l'amour. En retirant le miroir qui lui montrait qui elle n'était pas. Et maintenant? Maintenant que le miroir a disparu.
Maintenant que tu as vécu sans le fondement que je t'ai fourni. Maintenant que tu as affronté les conséquences seul. Maintenant que tu as appris ce que l'amour coûte en le perdant. Maintenant, je comprends que tu n'essayais pas de me faire sentir petit. Tu essayais juste de m'aimer. Et j'ai tout gâché parce que j'étais trop fier pour être reconnaissant et trop effrayé pour être honnête. Trop fier pour être reconnaissant. Trop effrayé pour être honnête. La combinaison qui détruit les familles. L'orgueil qui refuse de reconnaître la dette. La peur qui refuse d'admettre le besoin. Anaïs. Oui, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne t'ai pas sauvé de cet accident pour te contrôler. Je n'ai pas co-signé ton prêt immobilier pour te posséder. Je n'ai pas emménagé pour te surveiller. Je n'ai pas fait de sacrifices pour créer des obligations. Je n'ai pas aimé créer des dettes. Je n'ai pas donné pour créer de la culpabilité. Je le sais maintenant. Maintenant. Après la perte. Après les conséquences. Après l'éducation que seule une chute sans filet donne. Mais j'ai aussi besoin que tu comprennes que je ne suis plus la même personne qui a fait ces choses. Plus la même. Plus la mère qui viderait son compte retraite sans poser de questions. Plus la femme qui garderait des secrets pour protéger l'image de quelqu'un d'autre. Plus la grand-mère qui resterait silencieuse tout en étant traitée de toxique. Je ne suis plus en colère, mais je ne suis plus non plus disponible, comme avant. Disponible. Un mot si prudent. Une limite si importante. Un changement si nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire quand les mères cessent d'être infiniment disponibles? Quand l'amour devient conditionnel au respect. Quand le sacrifice exige la reconnaissance. Quand le soutien exige la réciprocité. Cela signifie que je t'aime, mais que je ne te sauverai plus de toi-même. Cela signifie que je te soutiendrai, mais je ne porterai pas tes fardeaux à ta place. Cela signifie que je serai ta mère, mais je ne serai pas ton filet de sécurité. De nouveaux termes. Des limites plus saines. Un amour durable. Celui qui enseigne au lieu de permettre. Celui qui responsabilise au lieu de diminuer. Je comprends. Et toi? Comprends-tu que l'amour sans limite devient servitude? Que la protection sans limite devient suffocation? Que le sacrifice sans reconnaissance devient ressentiment? Je l'espère. Parce que je veux qu'on réessaie. Pas la même relation, celle-là n'a fonctionné pour aucun de nous. Mais une nouvelle. Basée sur la vérité plutôt que sur la performance. Le respect plutôt que le besoin. Le choix plutôt que l'obligation. Le choix. Le fondement de l'amour authentique. L'exigence de relations durables. La différence entre une famille qui survit et une famille qui s'épanouit. Elle a tendu la main par-dessus la table et a pris la mienne. Tâtonnante. Pleine d'espoir. Respectueuse. Différente. J'aimerais ça aussi. 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 Ensemble. La possibilité d'une famille reconstruite sur la vérité. La chance d'un amour qui sert à la fois celui qui donne et celui qui reçoit. L'espoir d'une relation qui honore à la fois la mère et la fille. Ce ne sera pas facile, dis-je. La solution de facilité n'a pas fonctionné. La vérité. Finalement. La solution de facilité était la complaisance. La solution de facilité était de faire semblant. La solution de facilité était intenable. La solution difficile pourrait bien fonctionner. La solution honnête pourrait bien durer. La solution respectueuse pourrait bien guérir. 6 mois plus tard, ma fille a commencé une thérapie avec un conseiller familial. Pas ordonnée par le tribunal cette fois. Choisie. Choisie. Parce que la guérison est un choix. Parce que la croissance est une décision. Parce que l'amour exige du travail. Nous assistons parfois à des séances ensemble. Mon petit-fils nous rejoint de temps en temps. L'assistante sociale supervise encore certaines visites, mais moins maintenant. Les progrès sont lents. Prudents. Réels. Ma fille a un nouvel appartement. Petit mais propre. Elle paie son propre loyer. Fait ses courses. Fait ses propres erreurs et les corrige elle-même. Indépendance. Méritée. Celle qui vient en faisant face aux conséquences. Celle qui forge le caractère. Celle qui crée le respect. Elle sort avec quelqu'un de nouveau. Un homme qui connaît son histoire. Qui a lui-même assisté aux réunions des AA. Qui comprend que la guérison est un choix quotidien. Quelqu'un qui l'aime sincèrement. Quelqu'un qui la voit clairement. Quelqu'un qui l'a choisi quand même. Ils sont ensemble depuis 8 mois. Il ne m'a jamais demandé d'argent. Il ne s'est jamais attendu à ce que je garde les enfants. Je n'ai jamais supposé que je lui devais quoi que ce soit parce que je l'aime. Limite. Respect. Le fondement des relations saines. Mon petit-fils passe maintenant les week-ends avec sa mère. Sans surveillance. La nuit. Ils apprennent à être ensemble sans moi comme tampon. Apprendre. Tous les deux. Comment aimer sans condition. Comment être présent sans être parfait. Comment pardonner sans oublier.
Comment espérer sans attendre? La semaine dernière, ma fille m'a appelé pour me demander si je voulais dîner. Pas parce qu'elle avait besoin de quelque chose. Pas parce que le tribunal l'exigeait. Juste parce qu'elle voulait passer du temps ensemble. Voulait. Choisi. Décidé. La base d'une relation authentique. Nous sommes allés dans un petit restaurant français. Nous avons mangé du coq au vin et parlé de livres, de la météo et de ses projets d'avenir. Une conversation normale. Pas de drame. Pas de crise. Pas d'urgence nécessitant des secours. Juste, une relation. Mère et fille. Imparfaite mais honnête. Compliquée mais réelle. À la fin de la soirée, alors que nous attendions nos voitures respectives devant le restaurant, elle a dit quelque chose qui m'a surpris. Maman, je suis fière de toi. Fière de moi. Pourquoi? Pour t'être sacrifiée? Pour avoir protégé? Pour avoir permis? Pourquoi? Pour m'avoir aimé au point de me laisser tomber. Pour avoir été assez forte pour fixer des limites. Pour m'avoir appris à quoi ressemble un amour sain. Un amour sain. Celui qui sert les deux personnes. Celui qui honore les deux besoins. Celui qui soutient au lieu d'épuiser. Ce n'était pas facile. Lâcher prise ne l'est jamais. Les limites ne le sont jamais. L'amour authentique ne l'est jamais. Les meilleures choses ne le sont jamais. La vérité. De la fille qui préférait la facilité à l'honnêteté. De la femme qui préférait la performance à l'authenticité. De la mère qui apprend à être imparfaite et présente. Aujourd'hui, c'est le 4e anniversaire de la valise sur le porche. Mon petit-fils et moi sommes au parc où nous avions l'habitude de retrouver sa mère pour des visites surveillées. Le même parc, une famille différente, un amour évolué, une relation durable. Il a 8 ans maintenant. Assez grand pour comprendre que les familles peuvent se briser et guérir. Que l'amour peut survivre même à la trahison. Que pardonner ne signifie pas oublier. Résilie. Sage. Plein d'espoir. Comme les enfants quand les adultes privilégient l'honnêteté au réconfort. Sa mère arrive avec son petit ami. Ils sont fiancés depuis 2 mois. Une petite cérémonie est prévue pour le printemps prochain. Rien de compliqué. Juste la famille et les amis proches. La famille. Moi y compris. Pas comme la femme qui l'a sauvée. Pas comme la mère à qui elle doit quelque chose. Juste comme la grand-mère qui l'aime.